Bonsoir. Ce soir, nous avons choisi de donner la parole aux jeunes. Au lendemain de la seconde consultation référendaire, la Nouvelle-Calédonie est quasiment coupée en deux. Comment la jeunesse voit-elle son avenir? Quelles sont ses aspirations et ses inquiétudes? Quelles solutions propose-t-elle? C'est ce que nous allons voir ce soir. La Nouvelle-Calédonie a choisi dimanche dernier de rester dans la France. La question de l'indépendance n'est toutefois pas soldée. Le Caillou est aujourd'hui nettement et profondément divisé sur la question de la souveraineté. Le pays est jeune, un Calédonien sur deux a moins de 30 ans. Cette jeunesse qui s'est bien mobilisée au référendum d'autodétermination, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Quelles sont aujourd'hui ses attentes? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie d'émission. Dans la seconde moitié, nous serons avec les leaders de demain, de jeunes militants, indépendantistes et loyalistes. Nous les interrogerons sur le rôle qu'ils entendent jouer dans les mois, voire les années à venir. Une émission en deux parties. À l'issue de la deuxième partie, nous consacrerons un temps à vos réactions et à vos questions. Réagissez dès à présent sur notre page Facebook NC La Première. 5 invités dans cette première partie. À ma gauche, Jennifer Schill, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes couturière, chef d'entreprise à Païta. Oui. Vous êtes également membre de la Confédération des petites et moyennes entreprises, une organisation qui regroupe à peu près 1 millier de petites structures en Nouvelle-Calédonie. Oui. À la même table, à côté de vous, nous recevons Paul Magougoué-Fizine, docteur en histoire. Vous êtes auteur du livre blanc sur la jeunesse qui a été édité en 2015 par le Sénat coutumier. Également présent sur ce plateau, Marceau Goulon, bonsoir. Vous êtes réalisateur et vous avez notamment réalisé un court-métrage en 2018 intitulé « Colère » avec un K. À vos côtés, Sohan Carré, jeune chef d'entreprise et étudiant qui étudie encore et vous êtes en licence de communication. Bonsoir. À vos côtés, Sophie Mandaoué, vous êtes étudiante en 2e année et dernière année de BTS Négociation Relations Clients. Merci à vous d'être présents sur ce plateau. Alors, en cette année référendaire, cette initiative civique a souligné au lycée du Grand Nouméa, des élèves de terminale ont débattu et échangé autour des projets de société des partisans du non, comme ceux du oui. Un débat citoyen que Lizzie Carboni et Laura Chintu ont suivi le 17 septembre dernier. La double nationalité, comme nous on est en français, on est né ici et on a eu la nationalité française, on la gardera celle-là. Droits de l'homme, justice, santé ou économie. Pendant près d'1 heure, ces élèves de terminale du lycée du Grand Nouméa décortiquent les enjeux pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je me posais beaucoup de questions face à l'avenir du pays où j'ai grandi et où ma famille est depuis plus de 150 ans. Donc ouais, forcément, ça fait beaucoup en fait de se dire qu'on a 18 ans, on peut voter, on peut décider de l'avenir de notre pays. D'un côté, je comprends les indépendantistes face à leurs désirs et leurs besoins d'être reconnus, mais d'un autre côté, je pense aussi à l'avenir et aux possibilités qui nous seront peut-être retirées face à l'indépendance. L'université de la Calédonie sera-t-elle toujours reconnue? Un jeune pourra-t-il toujours continuer à aller se former en France, etc. Vous en pensez quoi? Parmi les grands thèmes du débat, celui de l'éducation. Un thème qui semble particulièrement toucher ces lycéens pour qui l'échéance du baccalauréat est aussi dans toutes les têtes cette année. Mes inquiétudes, c'est par rapport aux études. Est-ce qu'on va vraiment continuer avec notre bac, est-ce qu'il sera reconnu ou pas? Au niveau économique du pays, comment on va se dérouler, parce que ça va permettre à mon futur, à moi et aux autres de bien se développer ou pas. Et du coup, franchement, je suis perdu par rapport à tout ça, parce qu'en même temps, il y a aussi le bac qui arrive. Du coup, il y a la pression une fois du bac et du référendum. Je ne sais pas comment me placer par rapport à cela. L'objectif recherché ici n'est pas de connaître le vote de chacun, mais bien d'avoir des éléments de compréhension pour que tous puissent se forger leur propre opinion. C'est important pour ces élèves de verbaliser la parole, de s'interroger, d'apporter des réponses ou parfois pas de réponses, mais en tout cas de leur permettre de partager leur opinion, leurs inquiétudes. En clôture du débat, le professeur d'histoire-géographie a tenu à rappeler que tout reste à faire, peu importe le résultat du référendum, et que l'avenir du pays se crée, je cite, tous ensemble.
Et un mot à propos des jeunes étudiants. En 25 ans, entre 1989 et 2014, le nombre de bacheliers a été multiplié par 3 en Nouvelle-Calédonie et le nombre de diplômés universitaires par 4. Alors, Sophie Mondaoué, vous êtes en 2e et dernière année de BTS au lycée La Pérouse. La campagne référendaire a débuté le 21 septembre. Comment vous l'avez vécu cette consultation à travers les spots de campagne, à travers les réseaux sociaux? Dites-nous. Alors déjà bonsoir. Alors plus par rapport aux réseaux sociaux. On est tous connectés, donc forcément, à un moment donné, on tombe sur toutes les campagnes publicitaires, que ce soit loyalistes ou indépendantistes. Après, je suis en 2e année, donc forcément, je n'ai pas forcément le temps de m'impliquer dans tout ça, parce que c'est une année charnière pour nous. Tous ceux qui passent, comme le bac pour ces terminales, et pour nous, la 2e année de BTS, la dernière année. Donc c'est plus en tant que spectateur, en tout cas, spectatrice, que j'ai pu assister aux campagnes et sur le référendum. Jennifer Schill, comment vous avez vécu ce scrutin? Vous étiez plutôt inquiète ou plutôt sereine? Par rapport à mon entreprise, ayant besoin de continuer de travailler, je vais dire quasiment la même chose que ma collègue, que Sophie. C'est que ayant la tête dans le guidon toute l'année, et avec le Covid, avec les restrictions du Covid qu'il y a eu juste avant, je suis restée la tête dans le travail et donc je n'ai fait que voir passer publicité sans vraiment me poser de questions. Ensuite, la question revient de temps à autre quand on est avec la famille. Mais ayant été élevé par, deux patrons, on savait à peu près où est-ce qu'on allait. Voilà. Sohane Carré, vous êtes également jeune chef d'entreprise. Vous continuez vos études en licence de communication. Vous avez été diplômé en première partie en 2018. Vous avez monté votre entreprise. Le référendum, ça ne vous a pas freiné dans cette démarche d'entrepreneuriat? Effectivement, non, ça ne nous a pas freiné. Donc avec mon associé Fleur Allais, on s'est engagé par passion dans cette activité d'entrepreneuriat. Et donc nous n'avons pas pensé en fait à l'avenir. On a fait vraiment ça parce qu'on le voulait et qu'on aimait ça. Et une fois que maintenant ça fait 1 an qu'on est en activité, et c'est à partir, je dirais, d'aujourd'hui en fait qu'on commence à se poser des questions, car on est vraiment entré dans cette activité et qu'on voudrait être un peu plus pérenne pour l'avenir. Paul Fizine, vous, comment vous avez vu la mobilisation de la jeunesse, aussi bien loyaliste qu'indépendantiste, pendant cette période? Je dirais que c'est une période qui a été marquée par une montée progressive d'une certaine tension, puisqu'on se rappelle également de la bâche qui a brûlé de la province sud, et on se rappelle également du Covid-19, où des propos assez radicaux ont été échangés, notamment sur la place de chacun et des institutions dans la société. Et j'ai senti justement une radicalisation des propos et justement un engagement de la jeunesse, aussi bien loyaliste qu'indépendantiste. Marceau Goulon, dites-nous, vous, quelle différence vous voyez entre le premier référendum, ce 2e référendum? Quelle ambiance? Vous y voyez une différence? Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup plus de participation, d'engouement pour ce référendum que le premier. Et puis, avec le score serré qu'il y a eu la première fois, j'ai senti que ça a galvanisé un peu plus les foules à embrasser ce référendum plutôt qu'à de se taire et de rester chez soi, quoi. Il y avait qu'à voir les klaxons, les drapeaux, là, ça y allait. Du coup, moi, j'ai senti que la population était beaucoup plus dedans, quoi. Il y a une liberté d'expression, une expression sans complexe, qu'on soit partisan du oui et du non par rapport à 2018? Oui, moi j'ai l'impression, oui. Sohane Carré? C'est vrai que je suis d'accord avec ça. D'un côté, moi, ça me fait plaisir de voir ça, peu importe du côté, de quel côté c'est. Je trouve que c'est plaisant de voir qu'ils sont engagés justement dans leur pays. Moi, ça me fait plaisir. Moi, comparé à 2018, j'ai trouvé justement que ça s'est mieux passé que 2018, en tout cas d'après mon vécu.
qu'on est vraiment plus sur, ouais, on accepte voilà, ce référendum. Et voilà, même s'il y a eu des expressions, je trouve ça, je dirais, tant que c'est pas dans l'excès, normal de pouvoir être fier de son pays. Voilà. Swan Carré, on reste avec vous. Parlez-nous de votre parcours. Vous avez un prénom à connotation polynésienne. Swan, c'est Soané en fait. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, donc ça vient de mes parents qui aimaient beaucoup le prénom Soané. Ils ont décidé de retirer l'accent et c'est devenu Swan. Et donc, parlez-nous de vous. Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, donc, à la suite de mon Bac plus 2 DUT MMI à l'université, l'année suivante, en 2019, avec mon associé Fleur, on a décidé de monter notre propre projet, notre propre activité qui s'appelle donc Cocofou. Et on a vraiment fait ça par passion. On voulait vraiment créer une activité, tracer notre propre chemin. Et donc aujourd'hui, on a une activité qui est portée sur la gamification. C'est donc utiliser les mécanismes du jeu dans des situations professionnelles. Voilà. Et nous, voilà, cette année, ça fait maintenant, depuis hier, qu'on est 1 an d'activité. Et nous sommes fiers voilà, d'avoir parcouru toutes ces difficultés que nous avons rencontrées d'ici là, depuis là. Et voilà. J'espère continuer à l'avenir. Jennifer Echil, vous êtes aussi jeune entrepreneuse, jeune chef d'entreprise, pardon. Le référendum n'a pas été un frein à la création de votre entreprise comme Swan Carré? Alors non, le référendum, pour moi, c'est pas un frein du tout. Comment dire, j'ai fait mes études en Nouvelle-Zélande et je suis revenue m'installer en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai pas l'intention d'aller nulle part ailleurs. Et donc là, pour cette année, j'ai prévu de lancer d'autres projets. Et comment dire, ce que j'espère, c'est que les institutions, les politiques... Pas juste les institutions, les partenaires comme l'ADI ou Initiative NCE ou surtout les banques seront toujours là est-ce qu'on pourra voir venir le coup si on passe au oui? Alors peut-être une question que nos téléspectateurs se posent en ce moment même devant leur téléviseur. Est-ce que vous avez voté dimanche? Oui. Oui? Oui. 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 Donc vous êtes tous inscrits sur la liste et vous pouvez voter. Swan Carré? Malheureusement non, je n'ai pas pu voter cette année. Erreur de ma part, je me suis pris un peu en retard. Manque d'information de ma part, non, je n'ai pas pu voter. Mais je ne manquerai pas de le faire pour le 3e référendum s'il y en a un. Alors, pour voter, il fallait répondre à cette question. La Nouvelle-Calédonie, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Comment en étant arrivé à cette consultation, faut-il donc encore comprendre, connaître son histoire, une histoire commune qui interroge sur la transmission. Où est-ce que on va voir quelques images là qui vont apparaître, notamment sur les événements et ensuite les événements qui ont marqué la Nouvelle-Calédonie de 1984 à 1988. L'état d'urgence et le couvre-feu sont décrétés. Le paroxysme des événements est atteint en 1988 avec la prise d'otage et l'assaut de la grotte d'Ouvéa, plus de 90 morts. Ensuite, ça se continue avec les accords de Matignon-Oudinot, pris à l'initiative du Premier ministre Michel Rocard, qui ont mis fin à ces événements. Et enfin, l'accord de Nouméa de 1998 et son préambule. Où avez-vous appris cette histoire, Sophie Mandaoué? Alors, pour commencer, c'est plus à la maison. Parce qu'à l'école, on ne l'apprend pas forcément comme c'est raconté à la maison. Parce que moi, mes parents, en tout cas, ont vécu les événements. Ils avaient 25 ans et du coup, ils y ont participé, en tout cas. Du coup, nous, c'est plus... on apprend ça à la maison et ensuite, on en parle à l'école, mais c'était tabou, en fait. Comment on vous en parle? On vous en parle avec encore de la douleur? Ou on vous en parle de façon à transmettre une histoire? Personnellement, moi, quand mes parents m'en parlent, c'est plus pour nous transmettre l'histoire, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Après, avec nos frères et sœurs et tout, c'est plus pour être au courant, qu'on sache qu'on en est arrivé là parce qu'il y a eu des choses, on a eu toutes les institutions qui ont été mises en place parce qu'il y a eu les événements et des choses de l'histoire, que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu des choses qui ont été faites pour ça, en fait.
Paul Fizine, à travers le livre de la jeunesse kanak publié en 2015, tout ce travail auprès des aires coutumières, des 8 aires coutumières, et toute cette rencontre avec la jeunesse, comment eux ont vécu ou appris à connaître cette histoire? Eh bien justement, cette histoire, elle est tronquée, hein, on va dire, parce que par exemple, au collège ou en seconde, première, terminale, on n'étudie pas l'histoire en bloc. On étudie une partie de l'histoire des Kanaks pendant la Première Guerre mondiale. On étudie les Kanaks durant l'arrivée de James Cook. Et cette histoire-là, elle est très parcellaire. Et donc, forcément, les jeunes ont du mal à imaginer une histoire calédonienne globale. Vous êtes docteur en histoire. Exactement. Dans les programmes aujourd'hui, est-ce que c'est étudié un peu plus qu'avant? Je dirais oui, c'est étudié un peu plus, mais trop de manière parcellaire, découpé par petits morceaux. Et noyé dans les programmes métropolitains. Exactement. Mais le plus important, c'est la perception de l'histoire. Par exemple, dans le monde kanak, l'histoire, c'est un bout qui commence et qui finit. On a pu entendre certains leaders politiques dire « nous sommes colonisés depuis 164 ans ». Alors que ces leaders-là, je veux dire, ils n'ont pas 164 ans. Ils ont beaucoup moins. Mais parce qu'il y a cette espèce de transmission, on hérite du passé de nos pères, etc., dans la vision kanak de l'histoire. Alors que dans la vision occidentale, eh bien, certains diront on n'est pas venu coloniser, nous ne sommes pas responsables de cette prise de possession. Donc il y a vraiment deux visions de l'histoire qui s'opposent et une école qui tente si bien de proposer une histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais de façon parcellaire. Alors, dans le préambule de l'accord de Nouméa, il dit qu'il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui vaut pour lui à une reconnaissance de la souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté. Swan Carré ou Marcel Goulon, comment vous avez appris à connaître cette histoire? Quels ont été les relais? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est le cercle d'amis? Au cours de vos études ou lorsque vous êtes arrivé, Marceau Goulon, en 92 sur le territoire? Je rejoins assez bien Sophie, c'est qu'à l'école c'était un peu tabou, donc forcément on glane les informations petit à petit. Des fois on est trop jeune au début pour comprendre quoi que ce soit à tout ce qui s'est passé, et au fur et à mesure on découvre vraiment si on s'y intéresse, mais il faut s'y intéresser. Et du coup, comme disait Paul là aussi, à l'école c'est parcellaire, et ce serait peut-être intéressant dans un pays comme le nôtre qui est un cours d'histoire générale et un cours d'histoire sur notre propre pays, et puis qu'on puisse vraiment avoir les armes de compréhension pour la jeunesse. Swan Carré? Moi, je suis vraiment d'accord. Je l'ai appris l'histoire plutôt vraiment au début, c'est-à-dire vraiment pas forcément bien avant les événements. Et j'étais, on va dire, au courant très tôt, récemment, on va dire, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire uniquement il y a 2-3 ans, à l'université, uniquement quand j'ai rejoint l'université. Vous avez vécu dans le Nord, oui, c'est vrai, oui, 10 ans, à peu près 10 ans dans le Nord, ouais, sur la zone VKP, Point-Bout et Koné. Voilà. Et donc oui, comme je disais, moi je l'ai appris à l'université, les événements qui s'est passé, et encore, c'est très succinct en fait, encore. Alors, je vous propose à présent de regarder un extrait du court-métrage dont vous êtes le réalisateur, Marceau Goulon, qui s'intitule « Colère avec un CAC », réalisé en 2018, qui interroge notamment sur la transmission de la société en général, en famille ou à l'école. Le court-métrage commence par une journée comme les autres, dans une radio, pour l'émission Coup de gueule, jusqu'à ce qu'un auditeur prenne la parole avec un message qui sort de l'ordinaire. Extrait. Tu sais, tu as eu la chance d'aller à l'école comme tous les autres jeunes. On est tous logés à la même enseigne là-bas. C'est la vie en communauté aussi. Quoi, l'école? On a passé toute notre enfance bercée par vos histoires, là, vos exploits là, de votre révolution des années 80 contre le système colonialiste. Là. Tout ce tas de bordel, là, sniper ceci, barrage cela. Cette lutte héroïque là, pour imposer notre culture à ce système responsable de tous nos problèmes. Et maintenant, pour vous, l'éducation, c'est que à l'école? La garderie, c'est l'école? Vous nous dites, la priorité, c'est de trouver un travail, s'intégrer au système. Putain, mais il faudrait savoir, là, on lutte ou on s'intègre? Si vous voulez aller dans ce sens, commencez par construire des maisons de retraite. Parce que demain, il n'y aura personne pour s'occuper de vous. Et après-demain aussi. Et ouais, vous avez oublié que vous avez été jeune. Mais vous oubliez aussi que vous n'avez pas fini d'être vieux.
toute façon, quand on vous demande c'est quoi demain, vous nous ramenez à hier. Mais nous, aujourd'hui, vous faites quoi? Moi, je veux pas être une victime, moi. Moi, je veux être un combattant comme dans vos histoires d'avant. Un documentaire de 13 minutes, signé, un court-métrage plutôt, signé donc Marceau Goulon. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message? Alors, le message, c'était déjà de libérer la parole, en fait, de briser certains tabous, hein, parce que l'art, le cinéma, ça doit être un peu, des fois, subversif, et puis, voilà. Et du coup, en fait, les problèmes des jeunes, souvent, on n'en a pas conscience. Justement, on hérite des combats de nos parents, mais on a aussi nos propres combats. Et des fois, faut que ce soit compréhensible. On ne peut pas que vivre dans le passé. Il faut aussi... Voilà, c'était un petit peu une porte ouverte que j'ai voulu ouvrir. Du coup. Alors, une question, justement, en réaction à cet extrait. Pourquoi ne pas écrire le pays de demain par une assemblée citoyenne participative, Paul Fizine? Pourquoi ne pas écrire le pays de demain par une assemblée citoyenne participative? Est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, justement, pour construire cette citoyenneté constructive, active, consciente de son histoire? Oui, j'appelle de mes voeux, effectivement, que tout le monde puisse participer à cette société que l'on veut demain. Mais pour moi, cette initiative, elle reste dans le champ de compétences des politiques. Et à travers le livre de la jeunesse kanak, ces 25 recommandations, est-ce que cela aussi ressort? D'être plus présent, d'avoir la parole, un espace de dialogue pour les jeunes? Oui, la première, en fait, le livre de la jeunesse kanak est sorti en 2015. Hein. On peut la définir comme un ensemble de recommandations qui a été porté à l'époque par le sénateur Nécaré et suivi par Joséphine Zéoula. Et à travers ce livre, ce qui manquait, à travers toutes nos enquêtes dans les 8 aires coutumières, eh bien, ce qui manquait, c'était un espace de parole. On en est vraiment là dans la verbalisation du verbe. Certains diront, mais la parole, elle ne sert à rien puisqu'on parle. Et en fait, non, parce que la parole, elle sert de prise de conscience et la parole, elle vient avant l'action. Et ce que vous dites, un espèce de projet de société vu par tout le monde, oui, qui tienne compte de tout le monde. Peut-être une question à Sophie Mandaoué, une question un petit peu plus d'ordre, on va dire, un petit peu philosophique. À quoi ressemble pour vous une jeunesse qui serait utile pour la société? Ce serait plus une jeunesse qui vit ses rêves, qui se projette, qui, je pense, qui n'ait pas peur de pouvoir s'engager dans ce qu'elle veut, que ce soit politique ou même dans son travail, dans ses études. Une jeunesse qui ait moins peur, en fait, de pouvoir sortir, parce qu'on voit que beaucoup de jeunes ont du mal à s'exprimer, ont du mal à pouvoir faire leurs choix librement. Peut-être qu'elles sont bloquées aussi, enfin la jeunesse est bloquée par toute l'histoire aussi. Peut-être qu'ils se sentent un peu esclaves, on va dire, de tout ça. Du coup, ce serait bien aussi qu'ils puissent vivre les choses pleinement, sans avoir à se soucier parce que du référendum, des résultats qu'est-ce que ça va engendrer pour eux. Je pense qu'ils ont besoin de vivre pleinement leur vie aussi, de jeunes. Alors, vivre pleinement cette citoyenneté, cette identité calédonienne. Sohane Carré, comment vous la vivez, cette identité calédonienne? Alors, c'est vrai que je la vis différemment depuis récemment, depuis justement la nouvelle structure que nous avons montée. Avant, je n'avais pas forcément d'opinion à exprimer par rapport à ce référendum. Pour moi, ça m'était égal, peu importe la décision. Maintenant, effectivement, j'ai commencé à me créer, on va dire, une opinion par rapport à ça, mais surtout par rapport à l'aspect on manque de visibilité. Une structure, une entreprise a besoin de visibilité à l'avenir pour justement être plus pérenne. Et moi, ma seule préoccupation est justement d'avoir cette visibilité. Et nous aimerions donc vraiment avoir une réponse, en fait, le plus rapidement possible pour continuer. Jennifer Schill, même question qu'à Sohane Carré. Vous pouvez la répéter? Est-ce que vous êtes sereine vis-à-vis de la période qui arrive pour votre entreprise, pour vos affaires? On a vécu 2 référendums avec un nom qui est passé à 50%, à plus de 50%. Comment vous voyez l'avenir, ces 2 années qui arrivent de dialogue, ce 3e référendum? Ça va être tumultueux, je pense.
mais c'est pas impossible. Après tout, être entrepreneur, c'est apprendre à gérer ses problèmes au jour le jour. Et voilà, en étant membre de la CPME et en ayant des gens aguerris qui savent ce qu'ils ont déjà fait et qui peuvent nous apprendre. Voilà, je veux dire, comment vous en êtes arrivé à monter cette entreprise de couture à Païta? Alors, j'ai fait mes études de stylisme en Nouvelle-Zélande, en art et graphique, et je suis revenue ici. Je devais partir en France faire des études, passer un master. Et au final, par la force des choses, je suis quand même restée auprès de ma famille, auprès de mes amis. Un choix personnel? C'était pas à cause d'une situation extérieure à vous, c'était vraiment un choix personnel? Non, c'était surtout dire, il y avait le côté financier aussi, hein, quand même. Mais voilà, je pense, pour rejoindre ce qu'elle dit, vivre ses rêves, les jeunes devraient apprendre à entreprendre. Okay. Donc les gens sont qualifiés. Votre travail d'ailleurs porte sur le métissage et vous êtes ouverte sur la région de par vos études en Nouvelle-Zélande? Oui, j'ai des fournisseurs, des collègues, des gens avec qui je travaille en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et grâce à ça, j'arrive à échanger. Et j'espère que dans le futur, les échanges économiques seront plus faciles. Pas forcément juste des avantages, mais que cette bulle économique se développe. Alors on arrive pratiquement à la fin de cette première partie. On aborde la dernière question pour un dernier tour de table. Quel message vous souhaitez faire passer ce soir? Marceau Goulon? Alors, moi, si j'avais un message à faire passer, c'est que ces référendums, la politique en général, ça peut diviser. Mais voilà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que qu'importe le résultat, on sera de toute façon dans la même équipe. Donc autant ne pas attendre pour faire bouger les choses, proposer des idées pour demain. Quoi qu'il arrive, c'est maintenant, quoi. Swan Carré. Moi, si je devais passer un message, moi, vraiment, j'appelle à toutes les citoyens de Nouvelle-Calédonie à vraiment participer justement à la Nouvelle-Calédonie, à ne pas s'arrêter sur une décision et à continuer le développement de la Nouvelle-Calédonie, peu importe la réponse. C'est comme ça que nous ne verrons pas, que nous n'aurons pas de soucis pour quiconque et que ça ne déplaira pas. Et moi, c'est important pour moi et pour ma société qu'on ne pose pas forcément de questions pour demain, puisque ce sera dans l'intérêt commun, quoi. Sophie Mandaoué. Je rejoins du coup ces messieurs pour dire que j'espère que l'élan de participation va augmenter, bien sûr dans le calme et dans la paix et dans le respect, mais c'est bien que la jeunesse se soit réveillée en espérant que ça continue de plus belle. Jennifer Schill. Le dernier message que j'aimerais passer, c'est que j'espère que les gens apprendront à s'écouter, vraiment. Que ce ne soit plus dire « j'ai le droit à la parole », c'est vraiment de comprendre les mots et les ressentis de tout le monde. Paul Fézine. Moi, je dirais qu'il faut profiter de ce temps de latence entre les deux référendums pour commencer à se pencher sur les problèmes de société. Je pense notamment, par exemple, au camp Est, où on sait que 90% des détenus au camp Est sont d'origine, sont des jeunes Kanaks. Je pense à la difficulté de trouver un emploi en Nouvelle-Calédonie, notamment des gens qui sont surdiplômés. Et je pense également à la question de l'école. Cette école qui, chaque année, on a du décrochage scolaire. Et les derniers chiffres montrent qu'il y a à peu près 500 décrochages scolaires par an. Et moi, j'aimerais remettre au centre la question de la jeunesse, notamment celle qui est aux marges, celle qui montre que ce système a des difficultés. Merci à vous cinq d'avoir participé à cette émission et de nous avoir livré vos témoignages. Nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. La campagne référendaire, je l'ai dit, a débuté le 21 septembre. Dans nos journaux radio et télé, la parole a été donnée aux électeurs du oui et du non. Alors, entre inquiétude concernant les domaines précis, espoir de réussir, un destin commun et ressenti face au clivage. Écoutons ces témoignages choisis par Angela Palmieri. Si demain l'armée se retire, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour avoir le même système de sécurité actuel? La sécurité est primordiale. Hein. C'est si demain la délinquance elle augmente,
ça va faire beaucoup de grabuge, tout ça. Et après, tout ce qui est scolarité, il faut qu'on se donne les moyens aussi. Parce que demain, si on veut être un pays indépendant, il faut qu'on se donne les moyens aussi d'arriver à ce qu'on veut. Le fait que demain, on ne soit plus sous la France, même s'il y a une transition qui va se faire, ça va permettre à des grandes puissances mondiales de vouloir s'approprier une bonne partie des richesses. Je pense notamment à la Chine. J'aime bien dire vivre ensemble parce que c'est quelque chose que on m'a inculqué moi depuis que je suis tout petit et je trouve que on est un très beau pays, plein de richesses, plein de cultures, plein d'ethnies différentes et c'est ça qui fait la beauté de la Nouvelle-Calédonie. Et moi je pense que c'est pas vive Kanaki, c'est pas vive la France, mais c'est vive la Nouvelle-Calédonie. Je crois en la capacité du peuple calédonien, toute ethnie confondue, je ne fais aucune différence et je crois en sa capacité à développer un pays et à construire en fait la Nouvelle-Calédonie ensemble. Quand je suis revenue de mes études de métropole, ça fait déjà 12 ans, j'ai rencontré énormément d'inégalités. Je voudrais que ça change. Aujourd'hui, non seulement pour moi, à mon niveau, mais aussi pour la jeunesse du pays, parce qu'on l'oublie. Ça aurait été bien que pendant les 2 ans qui s'est passé, il y aurait des choses ça aurait bougé un peu plus, qu'ils auraient peut-être essayé de changer l'état d'esprit des gens, de voir justement comment on pourrait avancer tous ensemble. Là, le problème, c'est qu'il y a encore un clivage énorme entre les loyalistes et les indépendantistes, donc moi je vois pas comment on pourrait avancer là-dedans, alors qu'on est encore dans le clivage. Il faudrait que les Calédoniens aient à se prononcer vraiment pour ou contre un projet qui a été élaboré en commun, un peu comme en 1988 avec les accords de Matignon ou en 1998 avec les accords de Nouméa. Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission. Nous accueillons à présent nos invités politiques, des jeunes militants qui se sont beaucoup impliqués au sein de leurs appareils politiques pour le deuxième scrutin d'autodétermination. Côté indépendantiste, à ma gauche, nous sommes avec Viro Rouloué. Vous représentez ce soir l'Union calédonienne. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Marguerite Martin. Vous êtes sur ce plateau au titre de l'UNI, l'Union nationale pour l'indépendance. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Également présent sur ce plateau, Hani Khouaizé. Vous êtes membre de Calédonie Ensemble, merci d'être là. Et à vos côtés, c'est Kaël Normandin, représentant des loyalistes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Marguerite Martin, qu'est-ce qui vous a interpellé dans la première partie de l'émission, sur ce que vous avez entendu ? Sur ce qu'on a entendu, c'est que je ne pense pas que ça m'a interpellée, c'est que je suis assez fière de voir qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire pour ce pays. Et notre engagement, il repose sur ça, sur le fait qu'on n'a pas forcément envie d'avoir notre part du gâteau, mais plutôt notre part de responsabilité. Et ces jeunes-là, en les écoutant ce soir, on se dit que finalement, peut-être qu'ils ne sont pas encartés ou engagés dans des partis politiques, mais ils ont bien pris leur part de responsabilité pour notre pays. Donc rien ne m'a interpellée, mais plutôt beaucoup de choses m'ont rendu fière, quoi. Hani Khouaizé, sur cette volonté de s'entendre, de dialoguer, d'élaborer un projet commun, comme on l'a pu l'entendre à la fin de ces extraits de paroles des lecteurs. Bien sûr, avant de répondre à la question, je tenais d'abord à saluer l'ensemble des Calédoniens parce que le 4 octobre dernier, ils sont bien mobilisés, donc 86,4% de participation, c'est un succès démocratique et je tenais, avant de répondre à la question, à saluer l'ensemble des Calédoniens. Effectivement, ce que j'ai vu sur le plateau, ce qui m'a marqué, c'est le peuple calédonien qui est là aujourd'hui. Notre jeunesse, elle est métissée par nos cultures, métissée par nos histoires, métissée par nos identités. Et je pense que notre rôle, en tout cas en tant que politique, c'est de pouvoir proposer un projet qui nous rassemble tous, que l'on soit indépendantiste ou non indépendantiste. Viro Rouloué. Pour moi, voir cette jeunesse en première partie, ça a été pour moi une fierté. Il y a là de nombreux potentiels qui étaient présents sur ce plateau. Encore une fois, je les remercie pour leur témoignage et aussi leur engagement pour le pays, parce qu'ils sont tout à fait engagés à leur manière. Et ils ont montré là, ce soir encore une fois, que la jeunesse calédonienne est pleinement engagée pour notre pays. Quelle que soit l'issue des résultats du référendum qui va arriver ou non, mais elle est là, elle est responsable et elle a fortement participé. D'ailleurs, je tiens à remercier également l'ensemble des Calédoniens qui ont répondu en faveur du projet des FLNKS, mais aussi de répondre à oui pour une société nouvelle, une nation qui nous rassemble, parce qu'il faut qu'on le rappelle quand même, ce résultat qu'on a obtenu, c'est grâce à une jeunesse qui n'est pas que kanak, mais qui est entièrement ouverte
à une nouvelle nation qui les ressemblera et qui nous ressemble et qui nous rassemble surtout aussi. Voilà. Kaël Normandin, avec 2 référendums où le non est passé à plus de 50%, ce premier plateau, qu'est-ce que vous en retirez de cette jeunesse calédonienne ? Je crois qu'on peut être fier de la jeunesse puisque quelques jours après un second référendum qui nous a divisés et qui a divisé la Nouvelle-Calédonie, on retrouve une jeunesse qui est sereine, qui a confiance en son avenir et qui est dynamique. Elle recherche vraiment une notion de consensus qu'on va essayer de développer dans les mois qui arrivent. Et c'est ça, ce qui est important de voir sur le premier plateau, c'était de voir une jeunesse avec le sourire, avec une confiance dans la Nouvelle-Calédonie et dans les institutions. À l'issue de la consultation de dimanche, 2 problématiques ont été mises en avant. La question du lien à la France et la place du Kanak dans la société calédonienne. Annie Roisé, par exemple, quel est votre positionnement sur ces questions ? D'abord, je vous tenais juste à rappeler que le lien avec la France, c'est d'abord un lien historique, parce que l'histoire du monde a fait que c'est la France qui est venue coloniser la Nouvelle-Calédonie. L'État français, c'est un partenaire des accords de Matignon en 88 et c'est un partenaire des accords de Nouméa en 98. Aujourd'hui, le référendum nous oblige à opposer souveraineté qui est prônée par le oui et la République qui est prônée par le non. Nous, on dit conjuguons la souveraineté et la République. Alors, 2 drapeaux, 2 visions Nouvelle-Calédonie. On va voir sur ces images, à 3 jours de la consultation, le vendredi 1er octobre, retour avec ces images qui vont s'afficher des derniers meetings de fin de campagne. Les loyalistes et Calédonie ensemble étaient notamment pour les loyalistes au stade Noumadélé et celui du FLNKS au même moment à Kouékara. Des images qui tardent à arriver. Marguerite Martin, 2 drapeaux, 2 visions, est-ce qu'elles peuvent conjuguer? Les 2 visions 2 drapeaux, je ne sais pas, puisqu'on l'a très bien vu lors de la campagne. L'État a quand même pris position pour le drapeau, pour le donner aux loyalistes. Je ne sais pas si ces 2 visions vont pouvoir se conjuguer. Juste si demain on vient à parler de dialogue, le dialogue se fera sur la base du projet du FLNKS. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur un projet en commun? Si la base de ce projet est le projet du FLNKS, c'est-à-dire qu'on finisse... Parce qu'on est dans un processus d'accession à la pleine souveraineté. Nous, on est sur ça. Nos aînés n'ont pas dérogé à cela depuis 30 ans et nous, on ne dérogera pas dessus. Kaël Normandin, quels éléments fédérateurs pour créer cette force dans l'identité calédonienne vers un projet commun? Je crois que d'abord, il faut faire un constat. En 2 ans, les Calédoniens ont dit 2 fois non à cette question et ont choisi 2 fois de rester français. Donc à partir de ce constat-là, il faut dire que les Calédoniens ont choisi de rester dans la France. Au-delà de ça, et au-delà de la majorité qui a été obtenue ce dimanche, je pense qu'il faut tendre la main vers le camp adverse. Et malheureusement, on l'entend ce soir, le camp adverse n'est peut-être pas prêt à faire certaines concessions, alors que nous parlons de dialogue depuis la fin de ce 2e référendum. Et c'est pour cela qu'il faut tendre la main et qu'il faut aller chercher les solutions. Il faut conjuguer les bonnes idées qui peuvent venir du FLNK, c'est celles qui viennent des projets des loyalistes, parce que on l'a vu dans le premier plateau, les jeunes sont en attente d'un consensus et sont en attente d'une solution qui sera trouvée entre tous. Alors, des éléments fédérateurs, est-ce que l'histoire, comme on l'a vu sur le premier plateau, on peut être apprise à l'école de manière plus intensive, comme on l'a pu voir sur le premier plateau, faire de cette citoyenneté constructive, active, consciente de cette histoire pour pouvoir comprendre ces enjeux et construire quelque chose de commun? Je crois que le reportage qui a été fait au lycée du Grand Nouméa était une bonne illustration de ce qu'on peut faire pour rendre les jeunes acteurs et pour leur faire prendre conscience de toutes les possibilités qui sont offertes lors de ces scrutins et lors de cette consultation. Donc ça fait partie des chantiers qu'il faut engager. Donc une histoire qui soit plus active pour faire comprendre aux jeunes leur histoire et pour leur faire comprendre tous les enjeux et les fondements de leur vote. Parce que ce sont aussi les jeunes qui font le vote. Viro Roulouet, entendre votre collègue à côté de vous, Marguerite Martin, il semblerait que vous soyez déjà dans un canevas et que vous ne vouliez plus sortir de ce chemin tout tracé par vos aînés?
Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que c'est possible de sortir un tout petit peu des sentiers battus? Je vais juste le rappeler un peu dans le contexte historique, notamment qui a été relevé par M. Fizine, c'est que l'histoire de la Calédonie n'a pas été entièrement enseignée à ses enfants. Et ça, c'est aussi un échec, notamment de l'éducation nationale, notamment de ne pas prendre en compte la véritable histoire de notre pays. Mais également, j'aimerais revenir sur ce qu'il avait dit, qu'ils ont essayé de négocier depuis le deuxième référendum. Nous, nos vieux, ils ont commencé à négocier depuis Nainville-les-Roches en 1983. Ou encore aujourd'hui. Rappelez-nous, Nainville-les-Roches, qu'est-ce que c'est? C'est la pleine l'accessibilité pour l'autodétermination, à la souveraineté, et aussi l'inscription de toutes les victimes de l'histoire à participer au processus de référendum et d'autodétermination. Les victimes de l'histoire, qui sont-elles? Ce sont les populations qui sont arrivées juste après par le fait historique pour trouver un travail, ou encore qui ont été emmenés ici de force, notamment par tout ce qui est bagnard aussi, ou les communards, l'héritier de cette histoire-là. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis longtemps, les indépendantistes ont ouvert la porte. C'est comme la Cascanac. La Cascanac de nos chefs n'ont pas de porte. Elle est toujours ouverte. On peut entrer et sortir comme on veut. Et c'est comme ça qu'on voit qu'aujourd'hui, les indépendantistes ont fait encore beaucoup d'ouvertures et de concessions également. Quand on regarde l'interview de monsieur Metzdorf, où ils sont encore fermés dans leur propre discours, ils ne veulent pas négocier. C'est un peu dommage, parce que les indépendantistes, eux, ils veulent aller à la table des discussions et échanger sur un projet qui va notamment prendre en compte, pas que les Kanaks, mais tout le monde, dans un processus qui s'inscrit vraiment dans un projet, dans une société surtout qui nous ressemble et qui nous rassemble encore une fois. Voilà. Annie Roisé. Alors moi, je dirais simplement que la voie du dialogue, en tout cas Calédonie Ensemble, notre proposition, c'est la voie du dialogue, la voie du consensus, la voie d'un compromis. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a appris. En 88, quand on a signé les accords de Matignon, c'était un compromis entre les indépendantistes et non-indépendantistes. En 98, avec les accords de Nouméa, c'est exactement la même chose. Nous, quand on dit conjuguer souveraineté et république, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui existe déjà, notamment dans les relations extérieures, où la Nouvelle-Calédonie est représentée par les délégués dans la région du Pacifique. Conjuguer souveraineté et république, comme vous l'avez dit, Madame Guapana, c'est pour nous d'abord, c'est affirmer notre identité calédonienne par un drapeau commun. Tout à l'heure, vous parlez de deux drapeaux. Ben, nous, on est attachés à un drapeau commun. Un drapeau commun, pourquoi? Parce que la jeunesse calédonienne, on va être fiers de porter un emblème. On va être fiers tous ensemble de porter quelque chose qui nous unit, au-delà des questions des non-indépendantistes ou indépendantistes. On veut tous appartenir à ce pays. Et c'est justement la mise en place d'un drapeau commun qui pourra nous aider à former ce peuple calédonien encore plus. Conjuguer souveraineté et république, c'est aussi calédoniser les compétences régaliennes. C'est pas un gros terme, c'est pas un gros mot. Calédoniser, c'est avoir plus de Calédoniens dans les administrations régaliennes. C'est un gros mot, Marguerite Martin? Non, c'est parce qu'on est... on revient sur Aujourd'hui, on a un référendum qui est passé, un deuxième référendum. On est normalement sur les résultats. Est-ce que vous êtes pour favoriser la montée en compétence des Calédoniens via un système de discrimination positive? Donc vous êtes d'accord avec une calédonisation des compétences régaliennes ou autres? Oui, mais bien sûr, on est sur tout ça. On est d'accord sur ça. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est comme un gâteau. C'est un gâteau avec 3 parts du gâteau qu'on a déjà. Et la dernière, c'est le transfert des compétences régaliennes. Et la jeunesse du pays, elle est à même d'assumer ses compétences régaliennes. Gaël Normandin, pareil sur la même question de la calédonisation des institutions régaliennes ou du système de fonction publique. Est-ce que vous êtes pour favoriser la montée en compétence des Calédoniens? Évidemment, je pense que quand on est calédonien, on peut être que pour la calédonisation des compétences, même s'il faut garder encore une fois l'autorité française parce qu'elle nous permet d'avoir une certaine impartialité dans des domaines comme la justice, puisqu'avoir des juges tous calédoniens, malheureusement, ça pourrait avoir des limites dans certains domaines, quoi. Donc, il faut vraiment garder ce lien avec la France qui nous permet parfois parce que de nous protéger de nous-mêmes et de nous protéger de l'extérieur. Mais je regrette aussi que mes partenaires, lorsqu'on tend la main, ils nous rappellent beaucoup de choses qu'ils ont données, mais le camp loyaliste aussi a beaucoup donné. Donc je pense que les jeunes Calédoniens sont en attente ce soir d'un dialogue
et d'une démocratie qui soit respectée. Donc quand on nous parle de dialogue simplement sur le projet d'une indépendance, c'est très dommage. Alors justement, peut-être que la période qui s'ouvre là va être propice à des discussions, même entre vous, les jeunes militants des appareils politiques. Est-ce que vous prévoyez quelque chose comme ça? On sait déjà qu'il y a 6 mois, on a 6 mois pour que les indépendantistes vont peut-être déposer d'ici là une demande pour l'organisation d'un 3e référendum. Qu'est-ce que vous, les jeunes militants, vous comptez faire pour... je sais que du côté loyaliste, il va falloir un petit peu aider vos aînés à entamer la démarche du dialogue. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les 6 prochains mois? Mais je crois qu'aujourd'hui, on a lancé l'appel au dialogue et on a demandé aux indépendantistes de répondre. Les jeunes. Oui, mais au niveau des jeunes. Les jeunes participeront activement à cette recherche du dialogue et du consensus, puisque nous allons être une force de proposition. Mais vous allez lancer une invitation à Margot Martin, à Viro Khouloué, à Annie Khouaezé, pour que vous vous rencontriez et que vous puissiez discuter, échanger, comme vos aînés le font, au sein du Congrès, au sein des collectivités, des institutions. Mais l'invitation va se faire ce soir, si vous voulez. Parce que, non, mais l'important, c'est qu'on se retrouve, à mon avis, sur 90% du projet. Les 10% qui restent, c'est la solution institutionnelle. Et c'est sur quoi nos élus vont discuter, puisque nous, les jeunes, nous recherchons des solutions sur le quotidien, comme nous l'avons vu avec le premier plateau. Donc, on va chercher à discuter sur des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Viro Khouloué. En fait, il y a un point commun qui nous rassemble ici, c'est l'histoire et aussi la culture. C'est déjà travailler sur ce point-là qui nous rassemble et qui nous fédère, qui pourrait quand même apporter beaucoup de solutions et d'éclaircissements au niveau de nos dirigeants. Mais également, il n'y a pas que ça. Quand on regarde l'application de nos jeunes en première partie ou encore dans le référendum, on voit qu'ils sont conscients. Il y a une conscience citoyenne, une conscience politique de ces jeunes. Et il faut en être fier. Et c'est cette jeunesse-là qu'il faut aussi les appeler en renfort pour pouvoir apporter vraiment une solution pour nos élus ou encore pour les partis différentes ou pour notre pays. Et ces jeunes-là, ils ont cette compétence-là. Je suis vraiment déçu de la part de mon collègue en face de dire que il faut toujours avoir la France pour assurer nos compétences. Mais si on dit la calédonisation de nos compétences, comme le fait Annie Khouaezé, ou encore que nous, les indépendantistes, nous voulons monter en compétences et pouvoir assumer pleinement notre pays, c'est ici qu'il faut le faire. Et c'est maintenant. Et je sais que la Calédonie, et la Kanaki Nouvelle-Calédonie, elle a le potentiel nécessaire pour le faire. On a déjà des Calédoniens qui représentent notre pays dans le Pacifique. Je pense beaucoup à Madame Wete, qui est actuellement à Fidji. Alors, pourquoi pas, elle, la faire monter en compétence et devenir une ambassadrice et le représenter complètement les forces et vives de la Nouvelle-Calédonie. Il y en a 6 de délégués calédoniens dans le Pacifique. Marguerite Martin. Pour revenir à la question et y répondre, nous n'avons pas attendu les résultats de ce second référendum pour tendre la main à nos collègues loyalistes. Si vous vous souvenez bien, la jeunesse du FLNKS a tenu une conférence pour la présentation de son calendrier de campagne, de sa mobilisation. Et on l'a dit dès la première action qui était celle engagée à Bouirou, à Bouraï, que nous tendons la main et que nous n'avions pas peur de confronter nos idées à celles des loyalistes, qui étaient d'ailleurs cordialement invités à cette journée-là. La deuxième action, elle s'est déroulée dans Nouméa, c'était une marche pour le pays, une marche pour la paix. Et là encore, nous avions convié l'ensemble de la jeunesse. Et quand nous, on convie l'ensemble de la jeunesse, c'est la jeunesse de la société civile, la jeunesse des vallées, la jeunesse des quartiers populaires, mais aussi la jeunesse qui est engagée en face. Mais on n'a pas attendu que les résultats y tombent pour dialoguer et essayer de confronter nos idées. Nous, on les confronte tous les jours et on n'attend pas d'être invité sur des plateaux télévision. D'ailleurs, même dans les tribus, les jeunes des tribus invitent fortement tout le monde à venir, pas que des loyalistes, mais tous les étrangers à venir partager leur culture. Ils sont aussi une force. Ils ont aussi cette manière d'apporter leur contribution au pays, notamment par la transmission culturelle de nos traditions. Ils sont là. Ils ont participé notamment à la construction de notre pays. Et je trouve dommage que, notamment nos loyalistes, les ont un peu écartés de ce projet-là, de cette Nouvelle-Calédonie de demain que l'on espère avoir. Voilà. Alors cette année référendaire, année 2020, marquée par le Covid, l'emploi est au cœur des préoccupations des jeunes. On l'a vu sur le premier plateau, avec ces jeunes entrepreneurs, avec Sophie Mondaoué qui est bientôt sur le marché de l'emploi. Ce chiffre, le taux de chômage chez les 15-29 ans est de 28%. Annie Khouaezé, comment rassurer les jeunes à s'investir dans l'avenir économiquement, hormis impact Covid, pour avancer d'ici 15-20 ans?
Alors, ce que je peux dire, en tout cas, déjà au-delà de la solution institutionnelle. Hein. D'accord. Déjà, la première chose, c'est que la compétence économie, c'est nous. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des inégalités qui existent, il faut se plaindre aux élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes... Dans vous? Moi, je suis élu du Congrès, donc c'est à moi qu'il faut se plaindre. C'est pas la question du 4 octobre, ça ne va pas régler tout ça. La question du 4 octobre, c'est indépendant de tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Je suis consciente que la jeunesse a des difficultés, je suis consciente que le taux de chômage est important, mais ce que je veux dire, c'est que la question du référendum, ça ne va pas régler tout ça. Ça, on a déjà toutes les compétences. Ce que je veux dire, en tout cas, comme on en parlait tout à l'heure, de calédoniser les administrations régaliennes, c'est un des éléments pour justement permettre à notre jeunesse d'accéder à des postes à responsabilité, d'accéder à des postes qui, aujourd'hui, est occupé pas par les Calédoniens. Je donne un exemple. Aujourd'hui, à la police nationale, 85% des policiers sont calédoniens. Dans la gendarmerie, 30% des gendarmes sont calédoniens. Donc, au juge, dans la justice, on a 0 juge calédonien. Donc, le sens de dire calédoniser les administrations régaliennes, c'est justement permettre à cette jeunesse-là d'y accéder à des postes à responsabilité. Durant les 30 dernières années, nous avons fait des ingénieurs, nous avons fait des médecins. Pas de juges. Pas de juges. Il n'y avait pas une volonté politique forte, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, en tout cas, Calédonie Ensemble, ce qu'on propose pour travailler dessus. Alors la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, a lancé hier un appel aux élus du pays pour qu'un plan de relance soit mis en place rapidement, que l'on sorte de cet affrontement politique et relancer l'activité économique. Alors je cite, afin d'élaborer un modèle économique autosuffisant, solidaire et responsable. Viro Khouloué, autosuffisant. Ce modèle économique autosuffisant, solidaire et responsable, ça s'approche de votre projet de société? Parfaitement, c'est vraiment la base, la solidarité dans notre projet de société qui est défendu par le FLNKS. Elle est complètement ancrée dedans. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il faut savoir que la question économique, elle est indépendante de la question du référendum et politique. Madame Catherine Ries, qui était présente sur votre plateau, l'a bien précisé. Donc ça encore, on renvoie encore à nos élus responsables, dont Madame Annie Roisé présente ici, pourrait peut-être apporter un éclairage, vu que durant ces dernières années, ce sont eux qui ont tenu quand même les rênes du Congrès. Et donc cette situation-là dans laquelle on vit actuellement, avec le coût de la vie chère qui augmente de plus en plus de plus de 60%, notamment encore, on a aussi les 53 000 personnes qui vivent avec moins de 72 000 francs, ou encore on a aussi les 10 000 personnes qui vivent avec tout ce qui est dans des lieux insalubres, ou encore les 24 000 retraités qui vivent avec moins de 112 000 francs. Je trouve quand même que la question de la relance économique, les indépendantistes avaient apporté depuis certaines réformes, mais qui n'ont pas été écoutées, notamment en face. Et c'était dommage que le dialogue il a été rompu avec nos camarades loyalistes. Mais j'ai bonne foi, notamment en des jeunes élus comme Mme Annie Roisé, qui pourraient peut-être demain apporter de nouveaux éclairages pour notre pays. Kael Normando ? Oui, je trouve dommage qu'on nous renvoie toujours la responsabilité alors qu'on vante la collégialité dans un gouvernement. Il faut le rappeler aujourd'hui, le gouvernement actuel est composé de 5 indépendantistes, de 5 loyalistes et du membre de l'éveil océanien. Aujourd'hui, les responsabilités sont partagées et il faut le dire, il y a eu un échec collectif sur certains sujets. Mais il faut partager cet échec-là parce que quand les indépendantistes ont 2 provinces sur 3, en 21 communes sur 33, l'échec est partagé. Je veux dire, aujourd'hui, le président du Congrès, c'est Rocco Amitan. Donc les responsabilités sont partagées. Il ne faut pas toujours reprocher aux loyalistes d'avoir fait des erreurs et ne pas voir les erreurs dans son propre cas. Marguerite Martin. On avait débattu sur ce genre de questions dans d'autres espaces, mais moi j'ai envie de répondre plutôt par ce genre de carences qu'on a tendance à relever quand le système éducatif, le système économique, l'accès à l'emploi, toutes ces carences-là, nous on dit une chose dans nos projets, c'est que l'issue, c'est l'indépendance. Donc voter oui demain nous permettra d'ouvrir des nouveaux chantiers. C'est-à-dire, alors en quoi l'indépendance va résoudre ces problèmes d'inégalité sociale, d'insertion professionnelle, résoudre le chômage? Mais parce qu'on va arrêter de regarder nos problèmes à travers le prisme français, tout simplement.
Parce qu'aujourd'hui, nous regardons tous nos problèmes à travers ce prisme et on pense que toutes les solutions sont dans ce prisme-là. Sauf qu'on est dans une région qui s'appelle le Pacifique et on peut régler nos problèmes avec nos voisins, avec de la coopération, en formant nos gens dans le Pacifique, par exemple, quand on parle du système éducatif. Au niveau du système économique, on l'entend trop dire. On vit au-dessus de nos moyens. Donc il faut peut-être revenir à des choses essentielles, revoir tout ce qu'on dépense. Voilà. Donc pour nous, la réponse, elle est là. C'est à un moment donné, il faut arrêter de trouver des solutions ailleurs, alors que nous, et on va parler peut-être aussi de la jeunesse, les solutions, elles sont chez nous. Il faut, comme Viro l'a dit, peut-être nous faire un peu plus confiance. Qui ? À nous, les jeunes. Mais qui doit vous faire plus confiance ? Les aînés ? Nos aînés nous font confiance puisque nous sommes là aujourd'hui. Nous prenons nos responsabilités, ils nous les donnent. Mais c'est peut-être à un moment donné aussi dire aux autres qu'il faut arrêter de regarder à 22 000 et attendre que la mère patrie va nous sauver. On va se sauver nous-mêmes et puis on va peut-être se mettre au travail. Alors un plan jeunesse a été adopté au Congrès en 2019 à Niroisé sous la présidence de Philippe Germain. Ce plan jeunesse, il s'articule au niveau d'un engagement citoyen. Est-ce qu'il faut, pour construire cette citoyenneté active aussi, ouvrir des programmes d'éducation sur l'histoire du pays pour comprendre l'enjeu de ce référendum et construire un pays commun, un destin commun. Pour répondre à cette question, je voudrais juste dire que aujourd'hui, vous voyez très bien sur le plateau que voilà, il y a deux camps qui s'opposent. On entend dans les discussions, on entend dans les mots qui sont utilisés. C'est justement ça qu'on ne veut pas avoir aujourd'hui pour l'avenir de notre pays. La jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, c'est une jeunesse métissée qui est en train de voir. Il y a un camp qui s'oppose avec un autre camp. Qu'est-ce qu'on propose pour eux, pour cette jeunesse qui est métissée ? Qu'est-ce qu'on propose ? Ils ne vont pas à chaque fois à un référendum choisir s'ils doivent se positionner pour le oui ou se positionner pour le non. Tous les arguments sont tenables. Mais ce que nous, Calédoniens Ensemble, on dit, c'est qu'on met tous sur la table et on essaie de trouver tous un consensus. Parce qu'on ne peut pas, chacun ne peut pas se mettre dans des objectifs. L'indépendance et la République, non, il faut les conjuguer, il faut trouver un nouvel consensus, il faut trouver un nouveau compromis en tout cas. Une des solutions qui pourrait peut-être se présenter, c'est est-ce que vous allez par exemple adresser quelques mots au ministre de l'Outre-mer qui va être parmi nous à partir de samedi et ce pour 3 semaines ? Gaël Normandin ? Oui, je pense qu'il va falloir saisir l'opportunité puisqu'on a eu un État qui a été quelque peu en retrait ces derniers temps. Et aujourd'hui, il faut saisir l'opportunité de voir un ministre qui vient en Nouvelle-Calédonie pour 3 semaines, qui vient discuter et qui vient ouvrir la porte à des discussions. Vous allez laisser vos aînés faire le travail ou vous aussi vous avez quelque chose à apporter, un message à apporter au ministre ? Si vous devez le rencontrer demain, vous avez une entrevue avec Sébastien Lecornu, qu'est-ce que vous lui direz ? Je lui dirais simplement qu'on a envie de sortir de ce débat sclérosé. Parce que là encore, on le voit malheureusement chez nos amis indépendantistes. On nous rappelle toujours l'histoire, on nous rappelle toujours le passé, alors que dans le plateau précédent, on a vu des jeunes qui voulaient voir vers l'avenir. Et l'avenir aujourd'hui, c'est de pouvoir conjuguer les projets qui sont proposés aux Calédoniens pour trouver la meilleure solution et pour pouvoir leur proposer un avenir qui soit le meilleur possible. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de dire au ministre. Viro Rouloué, si vous devez voir demain le ministre Sébastien Lecornu. Je vais l'inviter à manger un bougna à Lifou, parce que je veux qu'il vienne passer du temps en province des Îles-Loyauté, parce que je pense qu'on a beaucoup été oubliés les Îles-Loyautés. On est victime aussi d'une double insularité, donc c'est très bien qu'il revienne auprès des Îles-Loyautés. Ça c'est pour lui, mais aussi la deuxième chose, c'est que l'État, comme l'a bien soulevé mon collègue ici, a été absent, et même ne s'est pas positionné réellement pour le référendum, en cas de oui ou en cas de non. À savoir que l'État n'est pas un arbitre. Il n'est pas du tout un arbitre, c'est un partenaire. Et il s'est engagé notamment dans un processus de décolonisation, car il a aussi des obligations internationales vis-à-vis de l'ONU. Et il faut qu'il apporte directement à nos élus des garanties nécessaires afin de apporter l'éclairage dont la jeunesse a besoin pour justement voir comment on pourra évoluer dans notre pays demain. S'il est venu en vacances, eh ben, il peut venir à la maison. Voilà. Marguerite Martin, un message particulier adressé à l'État par l'intermédiaire de la présence du ministre de l'Outre-mer à partir de la fin de cette semaine.
Viro a été assez complet sur cette question, c'est que nous on attend que l'État n'est pas un arbitre. C'est pas un arbitre, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et il l'a aussi très bien dit. On est dans un processus de décolonisation. Donc. Mais la jeunesse indépendantiste, est-ce qu'elle a un message particulier? Elle porte un message particulier? Elle a envie de porter un message particulier à l'État? Dire que nous, on est là et qu'on est en capacité de gérer le pays de demain. Que peut-être que ce qu'on fait croire que demain, ça sera un trou noir quand le oui l'emportera, non, on n'a pas envie de dire que non. Parce que nous, quand on parlait d'espoir tout à l'heure, nous, on travaille sur cette question. On dit qu'on est en capacité à pouvoir gérer demain. Et on a une jeunesse, et on l'a très bien vu dans le précédent plateau, on a une jeunesse qui est talentueuse et pleine de potentiel. Donc on a peur de quoi? Annie Roy-Aizé, pour les partisans du non à l'accession à la pleine souveraineté, si demain vous devez rencontrer Sébastien Lecornu, que lui direz-vous? Déjà, je voudrais juste saluer sa venue, parce que sa venue, c'est quand même un signe fort de l'État, pour dire que oui, l'État veut prendre ses responsabilités, oui, veut jouer pleinement son rôle d'acteur. Et d'ailleurs, le président de la République nous interroge, nous demande à faire quelque chose. Il nous demande que les partisans du oui envisagent les conséquences d'un non, et les partisans du non envisagent les conséquences du oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'État veut construire ce dialogue. C'est pas quelque chose de nouveau, parce que Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, il a déjà initié le groupe de dialogue qui a permis la charte des valeurs et le bilan partagé des accords de Matignon. Aujourd'hui, l'État, en tout cas, nous, c'est une opportunité, c'est une belle avancée pour nous, parce que voilà, l'État va prendre ses responsabilités et nous aidera à trouver une solution pour la sortie de l'accord de Nouméa. Je vous propose à présent de prendre 5 minutes pour répondre aux questions de nos internautes, questions qui s'affichent sur vos téléviseurs. Est-ce que les partisans du oui sont prêts à accepter un troisième non et ses conséquences, Viro Khouloué, pour l'Union calédonienne? Oui. On est vraiment prêt à accepter, même si c'est un non. Parce qu'il est bien dit dans l'accord de Nouméa, il ne faut pas l'oublier, que même si c'est 3 noms qu'il sort, on va toujours être ramené à la table des discussions. Et on sait très bien que si on va à la table des discussions, les échanges peuvent être seulement bilatéraux. Et c'est parce que nous, on veut la jeunesse indépendantiste. On veut qu'on soit ensemble et on discute ensemble. Et de toute façon, comme on le sait très bien, le oui a progressé de 4%, qui dit que demain on va atteindre encore 4% et atteindre les 51%. Donc cette question, c'est plutôt à retourner aux loyalistes ou leur dire, est-ce qu'ils sont prêts à accepter une Calédonie indépendante et de participer à la construction de ce pays avec nous? Voilà. On va aborder une autre question Facebook qui va s'afficher sur votre téléviseur. L'État, en ne disant pas ce qu'il fera dans le cas du oui à l'indépendance, ne fait-il pas le jeu des indépendantistes, Kaël Normandon? Je pense qu'évidemment, il a fait le jeu des indépendantistes, mais même en allant au référendum, malheureusement, certaines conditions ont changé, puisqu'on a eu des inscriptions automatiques pour les statuts coutumiers et pas les mêmes inscriptions pour les natifs. Donc, non Kanak. Malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, dans un document publié de l'État en août, 96% des natifs, pas forcément coutumiers, ont été inscrits d'office. Il y avait 6 000 de statuts coutumiers et 81 000 sur la liste provinciale. Oui, mais malheureusement, quand on change les conditions par rapport au premier référendum, quand on allonge d'une semaine l'inscription sur les bureaux de vote délocalisés, alors qu'on veut former des citoyens et qu'on veut former une nation, j'appelle pas ça former une nation, moi. J'appelle ça changer les règles du scrutin et malheureusement biaiser en partie le résultat. Changer les règles du scrutin aussi pour aborder les couleurs tricolores, Marguerite Martin? Oui, on va continuer longtemps comme ça en fait. Si on est toujours en train de se dire, lui, il a fait ça pour toi et moi, il a fait ça pour moi. Donc il faut qu'on arrête de changer les règles du jeu pour le troisième référendum. Non, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de dire que l'État... Vous êtes tous d'accord? Non, que l'État, on arrête de positionner l'État comme notre arbitre. Il faut qu'il prenne ses responsabilités de partenaire de l'accord de Nouméa. Mais alors concrètement, c'est quoi? Ils prennent position, qu'ils disent clairement les choses? Alors, l'accord de Nouméa, vous le savez très bien, elle est dans le point 5. La question, c'est sur le transfert des compétences régaliennes et aussi la transformation de la citoyenneté à la nationalité et la reconnaissance de la Nouvelle-Calédonie à un statut international. On veut savoir quelle est sa position sur ces 3 questions-là, simplement. Où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça? Et aussi, cette question, on le renvoie aux loyalistes. Ils sont inscrits dans un processus de décolonisation
quoi qu'il arrive, l'indépendance, la souveraineté du pays, on va y arriver, c'est inévitable. Mais on ne veut pas construire tout seul notre pays, on veut construire avec vous. Et ce serait dommage que demain, vous ne voulez pas participer à la construction de notre pays. C'est pour ça qu'il faut que vous reveniez avec nous. Mais je trouve dommage que vous attendiez le troisième ou encore une consultation et un troisième résultat, puisqu'on a déjà, nous, le camp loyaliste, gagné 2 fois, pour discuter avec nous. Malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on doit discuter dès à présent pour parler des choses. Et vous le savez, décolonisation n'est pas synonyme d'indépendance. On peut décoloniser tout en étant encore en lien avec la France. Et ce sera à nous aujourd'hui de définir le lien avec la France. Mais quel lien la France veut-elle avec la Nouvelle-Calédonie? Si nous nous posons la question sur justement l'accord qu'elle a signé elle-même. Mais attendez, mais l'accord a été signé avec 3 partenaires, donc c'est à nous aussi de participer à ces discussions pour discuter et pour voir quelle relation on veut avoir avec la France. Et aujourd'hui, si le ministre est là, c'est bien pour discuter de cela. Mais quand on voit ce matin, dans certains médias, le FLNKS dire on ira au référendum, au 3e référendum, je suis désolé, malheureusement, on coupe une partie des discussions. C'est à peu près ce qui est arrivé aussi avec les discours de Nicolas Metzdorf dans son intervention, où il ferme le débat, la construction, alors que les FLNKS appellent à travailler ensemble. Voilà. Là, aujourd'hui, en tant que jeune, on voit que Calédonie Ensemble veut un oui collectif, un oui partagé. Et c'est justement là où on voit qu'il faut commencer à travailler. Même on a commencé à travailler depuis bien longtemps. On va la laisser répondre. Oui. Alors, simplement, si on va vers le 3e référendum, c'est-à-dire c'est le cas, tout finira par un 52-48 ou un 51-49, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Pour nous, c'est une impasse politique, parce qu'on considère qu'un 52, quel qu'il soit, ne peut pas imposer son projet à un 48, quel qu'il soit. Nous, on considère qu'il faut se mettre autour de la table. C'est d'ailleurs ce que le président de la République nous demande de le faire. Trouvons un consensus, trouvons un nouveau compromis, conjuguant souveraineté et république, pour qu'ensemble, nous puissions présenter à l'ensemble des Calédoniens, et notamment cette jeunesse qui, je disais tout à l'heure, des fois, on ne sait pas dans quel camp se mettre, conjuguons tout ça et proposons à tous les Calédoniens un projet où chacun pourra se retrouver, les indépendantistes, les non-indépendantistes. Et ça, c'est possible. Et j'y crois. Je sais que tous nos élus, je sais que les Calédoniens en général sont intelligents. Ils arriveront à trouver un projet commun. Et on appellera tous, vous, moi, à voter pour un oui collectif. Alors, il reste 4 minutes d'émission pour un dernier tour de table. Et cette question, comment est-ce que vous voyez dans 20 ans? Marguerite Martin. Dans 20 ans, je me vois épanouie dans une société qui sera souveraine. Gaël Normandin. Dans 20 ans, je me vois épanoui, moi aussi, mais dans une société qui aura dépassé tous ces clivages-là pour défendre une identité qui est calédonienne, où on échangera sur des valeurs, puisqu'aujourd'hui, on échange sur un projet de société depuis 30 ans. J'espère qu'on aura dépassé ce débat-là pour parler de vrais sujets. On a parlé d'inégalité, on a parlé d'école, et j'espère qu'on pourra se pencher tous ensemble sur ces sujets-là, grâce à l'aide de la France, mais aussi en ayant trouvé le consensus. Viro Khouloué pour l'Union calédonienne. Dans 20 ans, je me vois président. Non, je rigole. C'est trop humilité, pardon. Non. Dans 20 ans, je ne peux pas parler dans 20 ans comment ça va être, mais je sais que déjà dès demain, je dois aller faire un chant. Parce que je n'ai pas fait encore mon chant, je suis en retard à cause de la campagne. Mais en tout cas, dans 20 ans, je sais que je serai avec Kayel, il sera chez moi à Lifou, j'espère, qu'il va répondre à l'invitation pour construire ensemble ma case. Comme ça, on partagera ensemble. Voilà. Annie Croisé pour Calédonie Ensemble. Alors moi, dans 20 ans, je souhaiterais que lorsque je vais ouvrir les pages de l'annuaire, je trouverai dans les rubriques architectes, médecins, des noms de tous les Calédoniens que compose le peuple calédonien. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était en tout cas un vrai plaisir de vous recevoir et de terminer cette grande séquence référendaire sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. On se retrouve très prochainement pour d'autres rendez-vous et d'autres débats. Merci Steven, merci à chacun de nos invités qui ont participé à cette émission. Merci de votre attention sur Facebook, sur notre site internet, sur le réseau Hertzien Télé et Radio. Bonne soirée sur La Première, à très bientôt.